Ça y est, t'es prêt à passer le cap et installer Linux sur ta machine, t'es au bon endroit. Tout ce dont tu as besoin, c'est une clé USB, minimum 8 Go, et on peut y aller. Ah oui, et peut-être éventuellement un PC, ce sera quand même utile. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'installation Linux. Je t'invite quand même, si t'es pas à l'aise avec Linux, à regarder ma première vidéo qui t'explique ce que c'est Linux de long et en large, et la deuxième vidéo qui te propose de sauvegarder toutes tes données de ton PC Windows avant d'installer Linux. Ça permettra d'éviter de faire des bêtises, donc fais attention, fais plusieurs copies et vérifie qu'elles fonctionnent. Quand on va installer Linux, on va effacer le disque dur du PC que tu utilises. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y a moyen d'installer Linux qui va tourner sur la clé USB, c'est pas l'idéal, mais si tu veux juste voir à quoi ça ressemble, c'est possible de le faire, je vais te montrer. Tu sais que Linux c'est une énorme famille avec plein de versions différentes, on appelle ça des distributions. Choisir une distribution, c'est un petit peu comme aller dans une pâtisserie la première fois, il y a des centaines de choix possibles et tu sais absolument pas quoi choisir. Ce que je te propose, c'est de choisir la distribution qui est la plus utilisée pour le commun des mortels actuellement, en gros le pain au chocolat, et le pain au chocolat pour Linux, c'est Ubuntu. C'est vraiment ça qui est le plus utilisé pour le commun des mortels. Je dis pas pour les entreprises, pour les geeks, pour les spécialistes, etc. Mais pour le commun des mortels, c'est Ubuntu. Il y a des petits débats actuellement parce que Ubuntu fait des choix qui sont pas toujours open source. Mais pour commencer, Ubuntu, c'est vraiment la meilleure solution. Et comme le pain au chocolat, dans les distributions Linux, il y a aussi la chocolatine. Et la chocolatine, c'est Linux Mint. Alors, comme cadeau bonus, vers la fin de cette vidéo, je te montrerai aussi en vitesse comment installer Mint. Tu peux essayer les deux et comme ça tu choisiras celle qui te convient le mieux. Si tu es courageux, je te réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo. Je vais être honnête avec toi, la plupart du temps, on rencontre quelques soucis quand on installe Linux. Souvent, c'est parce qu'on n'installe pas Linux sur une nouvelle machine, mais plutôt sur une machine Windows. C'est un petit peu comme un chemin de terre à travers la campagne. Il y a un tracteur Windows qui a tracé des sillons, et nous, on arrive avec Linux et on doit essayer de rouler à travers ces sillons. Donc, attends-toi quand même à avoir quelques difficultés. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a moyen de se prémunir ou en tout cas d'anticiper la plupart des difficultés que tu peux rencontrer. Souvent, il y a deux types de difficultés. La première, c'est, tu le verras, il faut pouvoir démarrer sur la clé USB pour pouvoir installer Linux. En fait, tu aurais exactement le même problème avec Windows si tu devais installer Windows sur un PC à partir d'une clé USB. L'autre difficulté, c'est la compatibilité des périphériques. Et donc là, plus ton PC va être ancien et plus tu risques d'avoir des difficultés. Pour cette vidéo, j'ai récupéré un vieux PC Acer de 2016 avec Windows 10. Donc il a près de 10 ans et malgré tout, je suis arrivé à l'installer correctement avec juste trois difficultés. La première, c'est de trouver comment faire le démarrage sur la clé USB. La deuxième, lors de l'installation, je me suis rendu compte que le touchpad ne fonctionnait pas. En fait, il suffit d'utiliser une souris avec fil pendant l'installation et après, j'ai pu résoudre le problème. Et la troisième difficulté, ça a été de faire démarrer Linux au bon endroit sur le disque dur. Et ça, de nouveau, avec l'aide de Google, je suis arrivé à trouver la solution. Alors, ce qui est super maintenant, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour vérifier avant de commencer à installer si ça va se passer sans problème. Il suffit d'aller sur Google et d'activer le mode IA de Google en appuyant sur le bouton ici. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre avec une invite de commande. Tu vas poser ta question au complet. Je te donne l'exemple de ma question. Tu peux la recopier. Tu l'adaptes juste avec ton modèle de PC. Donc j'ai dit je veux installer Ubuntu 24.04. Il faut être précis sur la version d'Ubuntu. Sur mon vieux PC Acer ES1 523. De nouveau, plus tu seras précis sur le modèle de ton PC, mieux ça se passera. Mais je n'y connais rien. Ça, c'est une petite phrase pour être sûr que Google va t'expliquer pas à pas plutôt que juste te donner des réponses d'experts. J'ai déjà téléchargé Ubuntu et je l'ai mis sur une clé USB. Explique-moi pas à pas les étapes à suivre pour démarrer l'installation d'Ubuntu sur ce PC. Dis-moi aussi s'il y a des périphériques qui risquent de ne pas fonctionner sur ce PC avec Ubuntu et si je peux changer des paramètres avant l'installation pour que ça se passe mieux. Cherche aussi si je risque d'avoir des problèmes après l'installation, surtout au démarrage. Normalement, avec ça, on couvre la plupart des problèmes qu'on peut rencontrer lors de l'installation d'Ubuntu sur un PC. Je lance la requête. Après quelques secondes, il me répond déjà. Donc il me dit d'abord que c'est une excellente idée, bien entendu, et il m'explique quelles sont les étapes pour préparer le PC. Donc la première étape, ce sera de régler le BIOS pour pouvoir démarrer sur la clé USB. Il m'explique tout ça pas à pas, c'est vraiment très bien expliqué. Il m'explique aussi comment régler le pavé tactile pour qu'il fonctionne sur Ubuntu. Et il me dit aussi de désactiver le Secure Boot. Ça, c'est pour la dernière étape lors du redémarrage. Avec le Secure Boot, ça ne se passait pas bien. Et donc ici, il anticipe et me dit déjà de le désactiver. C'est pas très grave de désactiver Secure Boot. On diminue un petit peu la sécurité, mais c'est pas la fin du monde. Après, il m'explique comment lancer l'installation pas à pas.
et quels sont les problèmes possibles. Donc par exemple le No Bootable Device, c'est ce que j'ai eu, et il m'explique la solution pour que ça fonctionne. Les périphériques Wi-Fi et Bluetooth, moi j'ai pas eu de problème, mais ici il donne un bon conseil, c'est d'utiliser un câble et une souris avec fil pendant l'installation, et ensuite lorsque Ubuntu sera installé, tu pourras mettre à jour les drivers et ton Wi-Fi et Bluetooth fonctionneront. Et enfin le pavé tactile, il reprend la solution. Si une des solutions n'existe pas, tu reposes ici en dessous la question plus précisément. Tant que tu restes dans la même conversation, il va continuer à prendre les paramètres que tu lui as donnés. Par exemple, on pourrait se poser la question, est-ce que mon imprimante HP 3550 va fonctionner? Tu ne donnes pas plus de détails, mais il sait que tu es dans la conversation concernant Ubuntu et ton PC, et donc il va répondre dans ce cadre-là. Il répond que la plupart du temps, Ubuntu reconnaît l'imprimante automatiquement. Il donne des détails de solutions au cas où ça ne fonctionnerait pas, mais n'hésite pas à poser la question. Même chose si tu as un logiciel où tu doutes qu'il fonctionnera sur Ubuntu, tu poses la question. Par exemple, je lui demande, est-ce que Office 2016 va fonctionner sur ce PC? On sait bien tous que ça ne va pas marcher. Il me répond de but en blanc, non, ça ne va pas fonctionner, c'est très clair. Mais en plus, il me donne des solutions. Donc, il me dit d'utiliser LibreOffice, qui sera déjà installé dans Ubuntu, ou Microsoft Office Online. Donc, il donne plusieurs solutions, ce qui est vraiment super. Ça te permet de te rassurer sur l'installation d'Ubuntu sur ton PC. Pose toutes les questions que tu veux à l'intelligence artificielle. Une fois que tu es rassuré, on passe à l'étape suivante. Alors maintenant, c'est du concret. La première étape à faire, c'est de télécharger Ubuntu. Donc, tu ouvres un explorateur, Edge, Chrome, peu importe. Dans la barre de recherche, tu tapes Ubuntu. On va te proposer par défaut soit le Ubuntu-FR, donc c'est une version française du site officiel d'Ubuntu, mais ce n'est pas le site officiel. Moi, je préfère toujours aller chercher le site officiel ubuntu.com. Tu cliques, c'est en anglais malheureusement, le site français, tu pourras le lire en français, c'est plus facile. Maintenant, tu peux toujours utiliser la fonction traduction, parfois ça marche pas mal. Ici, dans Ubuntu, on va aller chercher la dernière version LTS. Au jour d'aujourd'hui, c'est la 24.04. 24, c'est pour l'année, ça veut dire qu'elle était sortie en 2024. Donc 04, c'est pour le mois, c'est en avril. Peut-être que bientôt, il y aura une nouvelle version. Ce que je te conseille, c'est quand même d'attendre quelques mois quand une nouvelle version LTS est sortie, parce que tous les développeurs d'applications doivent travailler pour mettre à jour leurs applications. Donc il vaut mieux un petit peu attendre et pas essayer d'être coûte que coûte sur la dernière version. Donc tu cliques sur télécharger, c'est 5,9 Go. Tu ne dois pas remplir ici pour la newsletter. Le téléchargement va automatiquement démarrer et tout ça sera stocké dans ton répertoire téléchargement de Windows. Ça va prendre un petit temps, ça dépend un petit peu de ta connexion Internet. C'est un fichier image, on ne peut malheureusement pas le copier tel quel sur une clé USB, ça ne va pas marcher. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser un programme qui va te permettre de lire le fichier image et de l'écrire sur une clé USB. Il va écrire ça d'une certaine manière qu'on puisse faire lire la clé USB par l'ordinateur au moment de démarrer. Il est donc nécessaire de télécharger un outil qui va permettre d'écrire ce fichier ISO sur ta clé USB. L'outil le plus commun, c'est Balena Etcher. Donc tu tapes Balena Etcher dans ta barre de recherche. Le site web officiel, c'est celui-ci, etcherbalena.io. Je te mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Tu cliques. Il va te demander, tu peux traduire, ici le site est en anglais. Tu cliques télécharger Etcher, tu verras qu'il te propose plusieurs versions, soit Windows, soit Mac. Si tu es sur Mac, je te rappelle, il faut bien faire la distinction entre les anciens Mac qui étaient avec une puce Intel, et là tu choisis x64, ou les nouveaux Mac, donc à partir de M1, qui sont sur les puces ARM, et donc tu vas choisir ARM64. Ici on est sur Windows, donc on choisit x86, x64, ça marche très bien, et le téléchargement est en cours. Quand c'est téléchargé, tu te munis de ta clé USB que tu vas mettre dans l'ordinateur. Donc, il faut une clé de minimum 8 Go. Une fois qu'elle est dans l'ordinateur, tu vas dans ton explorateur de fichiers. Et normalement, si tout se passe bien, tu cliques sur ce PC et tu devrais voir ta clé USB qui a normalement au minimum 2 disques. Le disque C, c'est le disque à l'intérieur de ton ordinateur. Et le disque D, c'est la clé USB sur laquelle tu vas graver l'image ISO de Ubuntu. Attention, on va effacer tout le contenu de la clé USB. Donc moi, ce que je te propose, c'est de toute façon la formater. Donc tu cliques droite dessus, tu fais formater. Et là, c'est important, tu vérifies que le système de fichiers est bien FAT32. FAT32, c'est un vieux système de fichiers, mais ça permet à tous les ordinateurs de le lire. Tu mets un petit nom comme Ubuntu, par exemple, et tu fais démarrer. Il va formater, il te prévient qu'il va tout effacer sur la clé USB. C'est pas grave, c'est OK, tu cliques OK.
Et c'est parti, il est en train de formater la clé USB. Donc pour graver, c'est très simple. Tu vas dans téléchargement, tu recherches ton téléchargement de Balena. Donc tu cliques dessus 2 fois pour l'installer. En général, tu cliques tout par défaut pour installer l'outil. Une fois qu'il est installé et qu'il est ouvert, c'est très facile. Il y a juste 2 choses à faire. La première, c'est choisir le fichier que tu veux écrire. Et donc là, tu vas chercher dans téléchargement, tu vas chercher ton fichier Ubuntu qui est là. Tu fais ouvrir. La deuxième chose que tu as à faire, c'est choisir ta clé USB. Comme en général, il n'y en a qu'une, il ne te laisse qu'un seul choix. Tu peux vérifier avec la lettre ici. Tu le sélectionnes, select et flash et c'est parti. Il est en train d'écrire sur la clé USB. Ça peut prendre un petit temps, ça dépend de ton disque dur, ça dépend de la clé USB. Tu peux voir des messages s'afficher sur le côté. En fait, il va complètement réécrire ta clé USB, donc tu ne pourras plus la lire après sur Windows. Donc ne t'étonne pas qu'à la fin du processus, ta clé USB n'est plus reconnue par Windows. C'est tout à fait normal puisqu'elle est destinée à installer Linux et à être lue au démarrage du PC. À la fin du processus, il vérifie que la clé est complètement enregistrée, donc il a une phase de validation. Et une fois que c'est validé, il va simplement te demander de retirer la clé USB. Tu peux le laisser dans l'ordinateur puisqu'on va redémarrer l'ordinateur et il aura besoin que la clé USB soit complètement dedans. Donc bien entendu, tu dois d'abord éteindre ton PC. Donc tu fais pas redémarrer, tu fais bien éteindre. L'étape suivante, ça va être de demander à ton PC de démarrer sur la clé USB. C'est probablement l'étape la plus compliquée à réaliser quand tu connais pas trop les ordinateurs. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est démarrer l'ordinateur et rentrer dans le BIOS. Le BIOS, c'est le petit outil qui démarre l'ordinateur et qui dit à l'ordinateur où il doit chercher les informations. Le problème, c'est d'arriver à rentrer dans le BIOS. Ça dépend de chaque ordinateur, de chaque version d'ordinateur. Ce que tu dois faire, c'est aller sur Internet, tu fais une recherche BIOS, le nom de ton PC et le modèle de ton PC, et il va te dire sur quelle touche tu dois appuyer. En général, c'est échappe ou F1, F2, F10, F12. Ce sont ces touches-là en général, mais c'est pas encore fini. Il faut arriver à trouver le moment où il faut appuyer dessus. Alors moi, j'ai une technique. J'allume l'ordinateur et je joue à Space Invader sur la touche. Donc tu appuies à fond sur la touche jusqu'à ce que tu rentres dans le BIOS. Je te mets quelques captures d'écran pour montrer à quoi ressemble un BIOS. Une fois que tu es dans le BIOS, malheureusement, il parle qu'en anglais. Et donc là, il va falloir un petit peu chercher. Tu peux te renseigner sur Internet avant, mais tu dois un petit peu chercher l'endroit où tu peux définir l'ordre de boot. Tu dois chercher Boot Order ou Hard Disk Boot dans les différents menus. Il faut être très prudent dans le BIOS parce que tu pourrais bloquer ton ordinateur. Une fois que tu l'auras trouvé, tu verras qu'il y a une liste de composants. Ça parle peut-être de USB floppy, USB hard drive, CD, DVD. Ce que tu dois faire, c'est voir les instructions. Tu verras que sur le côté, souvent, il te dit les instructions pour aller sélectionner, soit avec les flèches, soit avec page vers le haut, page vers le bas, soit avec des chiffres. Tu vas sélectionner. Une fois qu'il est sélectionné, tu peux le remonter pour qu'il soit le premier dans l'ordre de la file. Une fois qu'il est le premier dans l'ordre de la file, il va falloir sauver le BIOS. Donc si tu regardes tout en haut de ta page ou tout en bas de ta page, il y a les instructions pour faire Save and Exit, sauver et sortir. C'est ça que tu dois faire. Ton ordinateur va automatiquement redémarrer. Comme ta clé USB est toujours dans l'ordinateur, normalement, si tout se passe bien, il va démarrer sur la clé USB et il va lancer l'installation d'Ubuntu. C'est l'étape suivante. Voilà, si tout se passe bien, après avoir booté l'ordinateur, tu tombes sur cette page-là. Donc il te dit, tu veux essayer ou installer Ubuntu, juste lancer Ubuntu ou faire la test de mémoire. On va choisir le premier, essayer et installer Ubuntu. Tu le sélectionnes avec les flèches et tu appuies sur la touche Enter. Donc là, Ubuntu se lance. La vitesse, ça va un petit peu dépendre du PC que tu as. Après quelques secondes ou quelques minutes, il va te proposer son premier écran où tu vas pouvoir choisir ta langue et donc basculer dans la langue que tu préfères. On va choisir le français suivant. Ici, il te demande si tu veux des options d'accessibilité. Ça, si tu as un handicap pour améliorer un petit peu la visibilité, on peut faire ça par la suite. Suivant. Là, il va demander le clavier que tu utilises. Donc ça dépend un petit peu dans quelle région tu es. Tu peux choisir français, belge, canadien, suisse. Ici, je vais partir sur le français. Donc tu choisis ta langue. Et puis ici, tu peux encore choisir une variante du clavier. Moi, je vais choisir celle-là pour commencer. Tu peux tester ici si tu as un doute. Et puis tu cliques suivant. Moi, je n'ai pas de Wi-Fi sur cette machine-là, mais si tu as le Wi-Fi, tu peux te connecter avec le Wi-Fi. Il faut évidemment que tu aies ton mot de passe Wi-Fi. Tu auras besoin de la connexion Internet pour installer Ubuntu parce que pendant l'installation, il va essayer de télécharger les dernières mises à jour. Et voilà, alors c'est possible que tu tombes sur ce message-là. En fait, il se rend compte que la version que tu as téléchargée
inclut un installeur, donc c'est vraiment la partie d'installation, et l'installeur a été mis à jour, donc il te propose d'utiliser la dernière mise à jour. Je dis toujours oui. Quand c'est prêt, il te demande de fermer l'installateur, et voilà, tu as un premier écran. En fait, il n'a pas encore installé Ubuntu. Il fait tourner Ubuntu sur ta clé USB. Ce qui est cool, c'est que ça te permet de tester un petit peu si ça te plaît ou pas. Si ça ne te plaît pas, tu retireras la clé USB, tu redémarres ton ordinateur et tu retomberas sur Windows. Alors, si tu le désires, tu peux aller dans les menus pour voir si ça te plaît ou pas. Ici, nous, on est parti sur une installation, donc on va effacer complètement l'ordinateur. Ici, en bas à droite, il y a marqué Install Ubuntu. Tu cliques 2 fois dessus et il va démarrer l'installateur d'Ubuntu. Il va probablement te reposer les mêmes questions sur la langue, c'est tout à fait normal puisqu'on redémarre l'installation depuis zéro. Alors là, il te propose, est-ce que tu veux faire une installation interactive ou automatisée? Pour les débutants, on choisit toujours installation interactive. Il va poser des questions. L'installation qu'on veut, on va choisir la plus complète possible. Sinon, peut-être qu'il y a des composants qui ne seront pas installés et tu vas penser que ton ordinateur ne marche pas bien. Moi, je propose d'utiliser la version complète. Elle est un petit peu plus lourde, mais pour démarrer sur Linux, je pense que c'est l'idéal. Il te demande aussi si tu veux installer des drivers. Moi, je les coche toujours. Comme ça évite d'avoir des surprises par la suite. Il te demande aussi si tu veux prendre en charge des formats multimédia. Je les prends aussi. Comme ça, tu optimises tes chances d'avoir un système qui fonctionne bien avec toutes sortes de fichiers, photos, vidéos, etc. Alors, arrive l'étape importante. C'est là que tu vas décider d'effacer ton disque dur. Moi, en général, je prends l'option par défaut. Il va découper ton disque dur en petits morceaux pour mettre ses fichiers aux endroits que lui préfère. Je propose de choisir le truc par défaut, tu sélectionnes la première option et puis tu cliques suivant. Là, tu dois mettre ton nom, donc tu peux mettre ton prénom et ton nom. Le nom de l'ordinateur, on va changer ça et on va mettre Ubuntu 1. Ton nom d'utilisateur, moi je n'aime pas trop utiliser les tirets, donc je vais le mettre en un seul. Ça doit être un seul mot. Le mot de passe, j'utilise toujours un mot de passe par sécurité. Tu dois l'encoder 2 fois, bien évidemment, pour être sûr que tu ne te trompes pas. Là, il te demande si tu veux utiliser le mot de passe. En fait, si tu décoches ça, il va démarrer sans te demander le mot de passe. Moi, je trouve que c'est pas bien. Il vaut mieux toujours utiliser un mot de passe, c'est plus sécure. Mais si tu es le seul à utiliser ton ordinateur, en fait, tu peux décocher cette option-là. On clique sur suivant. Il te demande ton fuseau horaire, tu peux choisir en sélectionnant ton pays. Et puis, il te fait un petit résumé de ce qu'il va faire. On clique installer. À la fin de l'installation, tu vas sélectionner terminer l'installation. Ubuntu va te rappeler que tu dois retirer la clé USB pour redémarrer. Une fois qu'il a redémarré, tu vas arriver à cette page-là où tu auras ton nom d'utilisateur ici en grand. Tu cliques dessus. Tu mets ton mot de passe. Enter, et c'est parti pour une première expérience d'Ubuntu. Alors aujourd'hui, on ne va pas passer en revue tout ça. La seule chose qu'on va faire, c'est s'assurer que Ubuntu est à jour. Et donc, on va cliquer ici en bas sur la liste des applications et on va rechercher les mises à jour. Donc, c'est cette icône-ci, gestionnaire de mise à jour. On clique dessus et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher sur Internet la liste de toutes les mises à jour disponibles actuellement pour ta version d'Ubuntu. Ça peut prendre un certain temps. Une fois qu'il a terminé ça, il va te mettre la liste de tous les composants que tu peux mettre à jour. Ce que je propose toujours, c'est de démarrer avec un système qui est le plus à jour possible. Et donc, on va accepter toutes les mises à jour qu'il va nous proposer. Donc, quand il a fini sa recherche, il va te proposer d'installer les mises à jour. Tu vois, tu peux cliquer ici pour voir tout le détail si tu as envie. Ce que je fais, c'est installer maintenant et il va partir sur son installation des mises à jour. Quand il a terminé tout, il te prévient. Donc, il dit les logiciels sont à jour, tu peux valider. Alors, je t'ai promis de te montrer Mint en vitesse. La première chose à faire, c'est d'aller télécharger Mint. Donc, tu tapes sur Internet Linux Mint. Tu vois que tu tombes tout de suite sur le site linuxmint.com. Tu cliques dessus. Tu vas chercher Download. Il va te proposer la version actuellement 22.3. Tu remarqueras que les numéros de version ne sont pas les mêmes qu'Ubuntu. C'est tout à fait normal. Les systèmes sont différents pour numéroter. Tu peux cliquer sur Download. Dans Mint, il n'y a pas de notion de LTS, tout simplement parce que Mint est basé déjà sur une version LTS de Ubuntu. Tu descends dans la page et tu vas aller chercher Cinnamon Edition. Donc Cinnamon Edition, c'est la version qui ressemble le plus à Windows. Tu cliques Download. Et là, la page est un petit peu différente d'avec Ubuntu. Il ne te propose pas directement de télécharger. Si tu descends la page, il va te demander de choisir un miroir de téléchargement. Donc là, en général, on prend n'importe lequel dans son pays. C'est ça qui va le plus rapidement.
Tu cliques dessus et le téléchargement démarre. Ensuite, la gravure du fichier ISO avec l'outil Balena se passe exactement de la même manière. Je ne te montre pas comment redémarrer l'ordinateur sur la clé USB, c'est exactement la même chose. Il te demande ce que tu veux faire, donc on choisit Start Linux Mint, tu appuies sur Enter, et là, c'est un petit peu comme Ubuntu. Linux Mint va fonctionner sur ta clé USB. Ça va te permettre de voir l'interface, voir si ça te plaît. Tu peux comparer avec Ubuntu. Il a juste démarré Linux Mint sur ta clé USB, donc il ne l'a pas encore installé. Tu as l'impression que tout fonctionne, mais en fait, tout fonctionne sur ta clé USB. Si tu as envie, tu peux vérifier si l'interface te plaît, si tu préfères ceci ou Ubuntu. Une fois que tu es satisfait, la seule chose que tu as à faire, c'est cliquer ici 2 fois, installe Linux Mint, et donc il va démarrer l'installation de Linux Mint. Je vais te passer les écrans en vitesse. Ils sont assez similaires à ce qu'il y a dans Ubuntu. Première chose, choisir la langue, choisir le clavier, installer les codecs médias, effacer le disque. Donc c'est là qu'il va te dire que si tu continues, tu vas effacer complètement le disque. On laisse les options par défaut, installer maintenant. Oui, il te demande toujours de vérifier. Tu choisis ton créneau horaire, tu mets ton nom, tu choisis un nom de PC, un nom d'utilisateur, un mot de passe, une deuxième fois le mot de passe, et tu continues. Et comme pour Ubuntu, il va te passer une petite démo pour te faire patienter, t'expliquer pourquoi Linux Mint est la meilleure version de Linux. Et on se retrouve à la fin. Une fois l'installation terminée, n'oublie pas de retirer la clé USB et de redémarrer. Et une fois que ton PC aura redémarré sur le disque dur, tu auras l'écran de démarrage de Mint avec ton nom, tu mets ton mot de passe. Voilà, ici tu as un petit écran de bienvenue, ça te permet de faire tes premiers pas. Je t'invite à regarder un petit peu toutes les différentes étapes. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est juste s'assurer qu'on a la dernière mise à jour. Donc tu cliques ici en bas, ça ressemble un petit peu plus à Windows comme tu peux le constater. Tu cliques ici en bas, les menus. Ici, on va mettre mise à jour dans la recherche. Il y a gestionnaire de mise à jour, on clique dessus. Et c'est parti, il est en train de faire toute la recherche de mise à jour. Une fois qu'il a fini sa recherche, il n'y a plus qu'à cliquer installer les mises à jour et il va tout installer. Il te demande bien entendu ton mot de passe et c'est parti pour l'installation. Une fois que cette installation sera terminée, on aura complètement installé Linux Mint et sera prêt à utiliser. Pour éteindre Linux Mint, c'est très facile, ça ressemble plus à Microsoft et donc c'est en bas à gauche le bouton principal, ensuite le bouton pour éteindre et tu pourras éteindre. Alors pour les courageux, j'avais promis une petite surprise à la fin. On va avoir sa première expérience avec le terminal. Pour lancer le terminal, rien de plus simple. On va ici en bas à gauche, on clique, on cherche terminal. Si on ne le voit pas directement, il est ici, mais si on ne le voit pas directement, on peut taper ici là, dans la barre de recherche terminal et on lance et on voit apparaître la fameuse fenêtre qui fait peur à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait, on va juste lancer la commande pour faire la mise à jour. C'est exactement les mêmes opérations que tu as vues. Donc il y a 2 étapes. La première étape, c'est chercher la liste des mises à jour et la deuxième étape, c'est faire la mise à jour. Pour aller chercher la liste des mises à jour, c'est sudo. Sudo, c'est le code pour dire je vais passer en mode administrateur et donc je vais pouvoir faire des opérations qui demandent le mode administrateur. C'est-à-dire que si tu ne fais pas sudo, tu ne pourras pas faire l'opération parce qu'il faut être administrateur. Donc ça, c'est très rassurant dans Linux. Si tu n'as pas mis sudo, que tu tapes une commande et qu'il l'a fait, c'est que tu n'as aucun risque d'endommager quelque chose sur Linux. Si tu tapes sudo, ça veut dire que tu vas passer en mode administrateur et donc tu prends toujours un peu plus de risque de faire une mauvaise commande. Mais ici, commande très simple, sudo, apt c'est pour aller chercher les paquets de mise à jour dans le monde Ubuntu. Pour les autres distributions Linux, c'est un autre code et tu tapes update. Malheureusement, le terminal, il ne comprend que l'anglais. Donc tu tapes update et puis enter. Il va te demander ton mot de passe. Comme je t'ai dit, tu passes en mode administrateur et donc c'est normal qu'il te demande ton mot de passe. Tu mets ton mot de passe et là, tu vois qu'il est en train de lire les endroits où il peut retrouver la liste des mises à jour. Il met sa liste à jour, il te dit que c'est fait, tous les paquets sont à jour. Ça veut dire qu'il a ces listes qui sont à jour. La deuxième étape, c'est de mettre à jour réellement. Et donc, on est reparti, sudo apt, et là, tu vas faire upgrade. C'est presque le même mot, mais ce n'est pas la même chose. Enter. Tu verras qu'il ne te redemande pas le mot de passe. En fait, quand tu as tapé ton mot de passe pour sudo, pendant un certain temps, il garde le mot de passe en mémoire. Et si tu dépasses ce temps-là, il va te redemander le mot de passe. Et donc, avec la fonction upgrade, tu verras qu'il a refait ses mises à jour. Il n'a rien trouvé. C'est tout à fait normal puisque on vient de faire la mise à jour. Alors, comme on s'est bien débrouillé pour la première commande, on va en faire une deuxième. C'est une toute petite astuce. C'est exécuter la mise à jour des paquets et la mise à jour réelle en une seule ligne. Tu tapes sudo apt update.
Ensuite, tu mets 2 fois le sigle et ça va permettre au terminal de savoir qu'il a 2 commandes qui se suivent et qu'il doit d'abord exécuter la première commande avant d'exécuter la deuxième. L'effet sera exactement le même, mais toi tu n'as fait qu'une seule ligne de commande et donc tu peux aller chercher ton café pendant qu'il fait les 2 opérations l'une à la suite de l'autre. Là il fait la première opération et puis directement après il va lancer la deuxième opération et voilà, tu as ta première commande terminale qui a été exécutée. Alors avant de se quitter, je te montre quand même comment éteindre Linux. Donc c'est très simple, le bouton il est ici en haut à droite, tu vois c'est le bouton allumer éteindre, tu cliques une fois, tu recliques sur le bouton allumer éteindre et là tu choisis si tu veux mettre en veille, redémarrer ou éteindre. Il suffit d'appuyer sur éteindre. Il te prévient qu'il va éteindre soit dans 60 secondes, soit tu peux cliquer pour éteindre tout de suite. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Dans une vidéo suivante, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer toutes les données qu'on avait sauvegardées dans Windows pour venir les mettre dans Linux et on va aussi en profiter pour regarder un petit peu comment ça se présente, comment on lance un explorateur d'Internet, comment on peut lire ses emails, comment on peut écrire un document texte, comment on peut écrire un tableur. N'oublie pas de t'abonner, mets un petit pouce et à bientôt.